Dans ce rapport, il y a 8 conclusions. On est en 2008 et je reprends une des conclusions. C'est préparer la jeunesse à l'économie du savoir et de la prise de risque. Vous aviez pas 10 ans d'avance presque? D'abord, je pense qu'il avait cette envie de faire de la politique et il avait ce truc en plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on reçoit un ancien ministre. Non, j'imagine ce que vous êtes en train de vous dire, mais en fait pas du tout, c'est vraiment extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, on parle pas de politique, on va parler plutôt de son métier, en fait, de ce que c'est être un homme politique. Et il va nous raconter vraiment plein de choses super intéressantes, notamment les coulisses de son métier. Le secrétaire général de l'Élysée m'a sondé un peu avant, mais la veille au soir. Quand mes enfants ont même appelé en me disant « mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as même pas prévenus ». Mais je voulais pas les prévenir. Quand est-ce qu'il a appris qu'il allait être nommé ministre? Qu'est-ce qui se passe en Conseil des ministres? Moi, l'émotion la plus grande, c'est quand j'ai participé à mon premier Conseil des ministres, quand même. Ouais. C'est pas rien. Cet ancien ministre s'appelle Thomas Cazenave, il était ministre des Comptes publics en 2022, 2023 et 2024. Il est actuellement député de la Gironde au sein du parti Ensemble pour la République. Et puis c'est un proche d'Emmanuel Macron. Donc ça aussi c'est intéressant puisqu'ils se sont connus juste après leurs études. Et je dis à ma femme, je pense qu'il deviendra président de la République. Alors par contre, j'aurais pas parié qu'il le soit aussi rapidement. Si vous aimez le contenu de Bol Media, évidemment, il faut vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour nous. Et puis, si c'est possible, activez la petite cloche, comme ça vous permet de savoir quand on sort du nouveau contenu. Très bonne émission. Thomas Cazenave, bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, vous avez un parcours vraiment un peu typique de l'homme politique, Sciences Po, l'ENA, Inspection générale des finances, ministre, député actuellement de la Gironde. Ouais. Quand est-ce que vous avez eu envie de faire de la politique? C'était quand l'étincelle? Est-ce qu'il y a eu une étincelle? Non, c'est venu un peu progressivement. Moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. Je suis bordelais, j'étais à l'université de Bordeaux. Et j'ai franchi un peu, je dirais, progressivement plusieurs étapes. Au début, je me prédestinais plutôt à l'enseignement. Okay. Je passais une agrégation, je voulais enseigner. Et j'ai interrompu mes études pendant une année pour aller un peu voir le monde, j'allais dire. Je suis parti à Bruxelles, à la Commission européenne, et là, je me suis dit, ah non, il faut que je continue mes études, je m'ouvre à d'autres disciplines. C'est là où j'ai décidé de faire Sciences Po, et je voulais devenir haut fonctionnaire. Donc, j'ai passé l'ENA. Et quand vous êtes haut fonctionnaire, vous côtoyez des politiques qui sont vos chefs, d'une certaine manière, et progressivement, j'ai eu l'envie d'aller un peu au-delà et de m'engager politiquement. Donc, il n'y a pas eu d'étincelle, c'est venu progressivement, je dirais. Ok. Est-ce que c'est un métier homme politique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que vous faites un métier? Non. Moi, je dis politique, métier. Moi, je dis que je fais une mission. Voilà. Par exemple, député, les électeurs de ma circonscription, ils m'ont donné un mandat de les représenter à l'Assemblée pendant 5 ans, enfin ça quand il n'y a pas de dissolution. Et je considère que c'est une mission plus qu'un métier. D'ailleurs, quand je rencontre des jeunes qui veulent faire de la politique, je leur dis qu'il faut aussi toujours avoir un métier. Parce que la politique, c'est pas pour toujours. Les électeurs, ils peuvent vous décider de vous renvoyer chez vous. Ça peut être très brutal. Moi, j'ai des collègues qui ont perdu aux élections, qui se retrouvent des fois un peu dans la difficulté. Le sens, travailler, gagner sa vie d'une certaine manière. Donc moi, je considère qu'il faut toujours se préparer à exercer un métier, et puis envisager la politique comme un engagement supplémentaire dont on peut vivre, j'allais dire, et le vivre à 100%. Mais ça ne peut pas, je crois, être le métier d'une vie. Parce qu'il y a une différence entre l'idée d'être enseignant et de s'engager en politique. Il y a quand même un monde entre ces deux moments-là. Oui. Le moment, c'est que en poursuivant mes études, j'ai découvert... Parce que juste quand on veut être enseignant, c'est qu'on a envie de transmettre quelque chose. La politique, on ne transmet pas grand-chose. Alors d'abord, moi, alors que j'ai fait le choix d'être haut fonctionnaire, j'ai toujours continué à enseigner. Okay. Voilà. J'en ai pas fait, c'était pas mon activité principale, mais j'avais commencé à enseigner à l'université, j'ai enseigné à Sciences Po, j'ai toujours eu ce goût. Et d'ailleurs, comme député, je vais très souvent dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, je vais à les universités ou Sciences Po qui m'invitent parce que j'aime transmettre. Et je pense quand même que la politique, c'est transmettre, c'est convaincre. C'est pas uniquement transmettre, c'est convaincre, mais aussi il faut transmettre un peu ses convictions, transmettre un peu les choix que l'on fait. Et moi, c'est venu, je le dis d'une certaine manière, progressivement. Ok. Voilà.
Donc vous êtes né à Bordeaux, Oui. à la Bastide. Oui. Bastide. Vous avez fait vos études à Florac, je crois que c'est ça. Alors j'étais à l'école primaire là-bas, au lycée François Mauriac de la Bastide, Ok. puis au lycée Gustave Eiffel, où j'ai fait ma classe prépa. Ensuite, vous partez à Paris, école normale supérieure Paris-Saclay, c'est ça? Oui. Puis Sciences Po, je l'ai dit, puis l'ENA dans la promotion République. Oui. L'ENA a disparu depuis, Mm. remplacé par l'Institut du service public. Décision prise par l'actuel président Emmanuel Macron qu'il a jugé trop peu représentatif de la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui? Oui, enfin, moi je trouve que la haute fonction publique, elle a perdu d'une certaine manière en représentativité de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouvait... C'est-à-dire que quand vous étiez à l'ENA, c'était Bah, beaucoup de gens CSP+, Oui, issus oui, de la bourgeoisie bien ou sûr. école française. Alors moi je suis un contre-exemple parfait, parce que moi j'étais provincial, mon père travaillait au Gaz de Bordeaux, ma mère était secrétaire au Jardin des Fleurs, donc moi je suis pas dans le... Mais ça Mais vous le sentiez, Oui. vous l'avez senti en arrivant à Strasbourg, parce que l'ENA était à Strasbourg. J'ai même une petite anecdote quand j'ai été pris à l'ENA. D'abord on avait rendez-vous à Paris, rue de l'Université. Je m'y suis rendu et j'étais le seul à ne pas être en cravate, d'ailleurs. Ça m'a toujours marqué. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 23. Ok. 23. Mais si vous voulez, bon voilà, moi je ne venais pas de cet environnement-là. J'avais pas d'énarque dans ma famille, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu de représentativité aussi de la haute fonction, qu'elle s'ouvre d'une certaine manière, et aussi que les élèves, les jeunes se disent c'est pour moi. Il n'y a pas d'école interdite. Ouais, Il bien faut aller se présenter au concours, il faut tenter sa chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants incroyables qui m'ont aidé aussi, d'une certaine manière, dans ce parcours. Ça a été difficile d'accéder à l'ENA? Est-ce que Dis- c'est beaucoup de travail ou Oui, alors... c'est faisable? Non, mais c'est faisable. D'ailleurs, j'y suis arrivé. Je ne suis pas un génie. Hein. J'ai travaillé. J'ai aimé ça, par contre. Ok. J'ai aimé les études. Ouais. J'ai aimé ça. Voilà, ça je ne le cache pas. Je trouvais que c'était... Et puis, j'ai, grâce aux études, permis une forme d'émancipation. Moi, j'ai été pris à l'école normale supérieure. À 20 ans, j'ai quitté Bordeaux, en étant d'ailleurs rémunéré, partant à Paris, faire mes études. Donc, ça a été un peu le grand monde, Ouais. pour moi. Donc, j'ai trouvé de la liberté. Et j'ai beaucoup aimé faire mes études, en fait. Et donc, je pense que quand on s'engage dans la haute fonction publique ou comme ça, passer des concours difficiles, il faut se dire qu'on va y mettre beaucoup de soi, beaucoup de temps personnel, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir, parce que c'est un plaisir aussi d'apprendre des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on doit se dire pour oser ce genre de grandes études? Moi, je vais vous dire, j'ai vu des gens, des jeunes gens qui étaient nés dans des environnements très favorables, qui ne se posaient pas beaucoup de questions. Hein. Est-ce que c'était fait pour eux ou pas? Considérer qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas y accéder. Donc moi, je crois aussi que celles et ceux qui viennent de province, qui ne baignent pas dans cet environnement-là, il ne faut pas qu'ils se l'interdisent. Voilà, je pense que en travaillant beaucoup, en ayant de la chance aussi, il faut le dire, hein, c'est des concours, hein, c'est pas que, il y a parfois aussi un peu de chance, on peut y arriver. Il ne faut pas s'auto-interdire, se brider. Moi, je prends des stagiaires de 3e, j'ai fait les rencontres de l'excellence, et des lycéens qui viennent de partout de la Nouvelle-Aquitaine pour leur expliquer mon parcours et leur dire que c'est possible, il faut qu'ils croient en leur chance, il faut qu'ils se fassent aider aussi, qu'ils rencontrent du monde, qu'ils s'appuient sur leurs enseignants et que c'est tout à fait possible de sortir de l'environnement dans lequel on est. À quel moment on se dit je vais devenir haut fonctionnaire? Parce que c'est quand même un métier, moi je ne reconnais pas autour de moi typiquement qui se sont dit tiens je vais devenir haut fonctionnaire, c'est assez rare. Oui. Pourquoi on se dit ça? Est-ce que ça fait vraiment rêver? Enfin, ça fait pas forcément rêver d'être Bah, fonctionnaire. détrompez-vous, moi, Ouais. ça me faisait rêver. Moi, je ne me voyais pas homme politique, mais j'étais passionné par la chose publique. Très jeune, je lisais Le Monde, je regardais les émissions politiques. J'avais envie de travailler après dans un ministère. Je m'étais dit, super, travailler dans un ministère. Pourquoi? Parce que j'avais envie de travailler pour le public. Je me dis, c'est des métiers utiles. Je voulais trouver un sens aussi. Je pense que c'est très important de trouver un sens à ce qu'on fait. Et j'y voyais un sens que de travailler dans un ministère, à faire des politiques publiques pour l'intérêt général. Alors ça peut paraître un peu pas très fun comme ça, mais moi c'était vraiment et ça reste d'ailleurs le sens de mon engagement. Alors ensuite, après l'ENA, j'avance un peu, Oui. vous partez à l'inspection générale des finances. Oui. Beaucoup d'énarques terminent dans cette institution. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement et de manière assez pédagogue ce que c'est? Alors l'inspection générale des finances, d'abord c'est pas beaucoup d'énarques qui y accèdent, c'est généralement 4, 5, 6, 7 par promotion. C'est un service qui dépend du ministère des Finances
et qui est en charge d'évaluer, d'inspecter nos grandes politiques publiques et de faire des recommandations aux ministres et au gouvernement. Ok. Sur, par exemple, moi, sur quoi j'ai travaillé, l'aide publique au développement. Pendant 6 mois, j'ai travaillé sur l'aide publique au développement, sur l'Agence française de développement, comment elle agit, comment elle pourrait mieux agir. Comment elle agit, c'est en gros comment elle utilise l'argent qu'on lui donne. Exactement. Quoi, en fait, Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est utile? Pas utile? Comment on pourrait faire autrement? Et puis, je suis intervenu aussi sur le prix de l'essence dans les départements d'outre-mer, alors que c'était la crise, que toutes les îles étaient bloquées. J'ai été inspecté avec des collègues à moi pourquoi le prix de l'essence était aussi élevé dans les départements d'outre-mer et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc, vous voyez, j'ai fait des missions extrêmement variées pendant 4 ans pour évaluer et donner des conseils au gouvernement. Et là-bas, vous rencontrez quelqu'un qui est aujourd'hui président de la République, qui s'appelle Emmanuel Macron. C'est la première rencontre que vous avez avec lui? Oui, c'était mon collègue de bureau, si je puis dire. Okay. C'était la réalité. Il était déjà à l'inspection des finances. Il animait déjà une partie du service. Et puis, on a travaillé ensemble. D'abord, j'ai pris sa suite dans un master à Sciences Po Paris. Il gérait un master. Il m'a demandé de prendre sa suite. Et puis, on a travaillé ensemble sur, à l'époque, un rapport, une commission qui se mettait en place. C'était la commission présidée par Jacques Attali, dont il était, lui, un des rapporteurs généraux. Il m'a demandé de venir, avec d'autres d'ailleurs, l'aider à travailler en 2008, sur ce sujet. On va en revenir. Oh, on va y revenir. Absolument. Ce rapport, il est intéressant. Absolument. Est-ce qu'à l'époque, vous vous dites, ce gars-là, il va devenir président de la République? Alors oui, je donne toujours cette anecdote. Les gens ne me croient pas, mais je la redis. Je le rencontre et honnêtement, j'ai trouvé très différent des autres. Ça veut dire quoi? Pour son âge, une grande maturité, une grande aisance. Parce que là, vous avez quoi, 24, 25 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, okay. Un peu plus, 26 je crois. Et quand même différent pour son âge. Et je dis à ma femme, à l'époque, j'ai quand même rencontré, il est quand même en dehors du cadre classique, je pense qu'il deviendra président de la République. C'est vrai. On était, alors, les gens ne croient pas, on était en 2007. Alors par contre, je n'aurais pas parié qu'il le soit aussi rapidement. Ouais, bien sûr. Mais il avait, d'abord, je pense qu'il avait cette envie de faire de la politique, et il avait ce truc en plus. Voilà, cette empathie, ce pouvoir de séduction, puis ses convictions, quoi. Il avait envie d'avancer sur plein de sujets. Et donc, je l'avais trouvé quand même très hors norme déjà à l'époque. Beaucoup parlent de son pouvoir de séduction, c'est quoi? Vous savez, c'est un regard qui pétille ou non, c'est mais qui vous entraîne? C'est la capacité, avec lui, c'est la capacité à entraîner les gens. Mais la politique, c'est un peu ça, c'est de convaincre des gens de vous suivre, de vous engager dans un combat politique, des convictions. Il a d'ailleurs, je trouve toujours, même si l'exercice du pouvoir passant, c'est différent. Voilà, cette capacité d'entraînement, de séduction, et puis aussi par, je trouve, cette force de conviction d'un point de vue intellectuel aussi. Et ça, manifestement, ça a bien marché parce qu'il lui a permis d'être président de la République très rapidement. Vous êtes un ami intime? Non, je dirais pas je suis pas un ami intime. Et puis, vous savez, quand après, quelqu'un que vous connaissez devient président de la République, c'est quand même... Moi, je me rappelle la première fois où je l'ai vu, je l'ai rencontré sous la casquette de président de la République, sortant de son bureau avant de m'y accueillir. Ça m'avait surpris, je le connaissais avant dans d'autres fonctions, voilà. Donc après, on a des relations. C'est-à-dire quoi, il avait pris une forme de gravité? Non, pas du tout, je l'ai reconnu tel qu'il était, mais le voir dans le bureau du président de la République, quand on a suivi un peu son parcours, c'est toujours quand même un moment particulier. Ok. Et du coup, ça veut dire quoi? Vous pouvez pas lui faire un check, vous pouvez pas. Non, mais on respecte la fonction. Du coup, ah oui. Oui, mais même si c'est un ami, vous respectez la fonction. La fonction, c'est le protocole d'abord. Non, mais la fonction elle est très importante. Donc voilà. Après. Donc une fois que le bureau est fermé, là, par contre, non, mais il n'est pas interdit de rigoler. Bien sûr. Ça reste comme vous et moi, un homme. Oui. Est-ce qu'il a changé par rapport à ses débuts, l'homme que vous voyez aujourd'hui? Oui, je pense que le fait d'exercer la fonction de président de la République pendant 2 mandats, enfin on est au milieu du 2e, bien sûr ça change un homme. Ouais. Vous le voyez ça, que c'est plus le même? Oui, bien sûr. Attendez, c'est quand même, il a le poids des responsabilités. Je pense que ça transforme beaucoup les femmes et les hommes les hommes politiques, tout en restant, ce que je vois chez lui, la même étincelle, la même envie d'avancer, j'allais dire. Parfois un peu d'en découdre, en refusant la fatalité, en allant de l'avant. Alors, vous le connaissez très bien, Emmanuel Macron, parce que vous avez aussi été son directeur de cabinet quand il était ministre de l'économie. Et vous avez participé à l'élaboration de son programme présidentiel. Donc, quand il était ministre, c'est ça? Moi, j'étais à son cabinet quand il était ministre de l'économie.
Donc, sous François Hollande. Voilà, moi j'arrivais de Pôle emploi, j'avais travaillé pendant 4 ans, plus de 4 ans et demi à Pôle emploi. Okay. Et au moment où il a préparé le lancement de ce qui allait devenir son parti politique, son mouvement d'ailleurs, puisque parti politique, En Marche. Et donc on a préparé le lancement, et puis après j'ai travaillé avec d'autres. Donc ça veut dire que vous étiez un peu dans la confidence, François Hollande ne le savait pas, et il commençait à réfléchir. Oui. C'est pas un piège, cette question, mais c'est un peu vrai, c'est un peu ça. Ah mais que Emmanuel Macron voulait... Et que vous le saviez vous, du coup. Oui, qu'il voulait prendre une initiative politique. Il était, je pense qu'il a porté un regard très lucide sur le pays à ce moment-là, il y en a un peu marre de ce clivage droite-gauche, où en fait les gens parfois de droite et de gauche disent la même chose, et qu'il y a d'autres fractures, par exemple sur l'Europe, sur la place du marché, qui ne recoupent pas le clivage droite-gauche classique. Et ça, il l'a très bien perçu, il a appelé au dépassement. Et donc il a pris cette initiative politique. Tout le monde n'était pas convaincu qu'il irait jusqu'au bout, quand même. Tout le monde savait qu'il avait envie de s'engager politiquement, lancer un mouvement. Beaucoup disaient qu'il ne sera jamais président de la République, il ne sera pas candidat, il ne sera jamais président de la République. Puis l'histoire a montré qu'il a pu aller jusqu'au bout. Ouais. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. En 2008, vous travaillez sur le rapport de Jacques Attali sous Nicolas Sarkozy. Donc preuve que ça fait quand même longtemps que vous faites de la politique. Là aussi encore avec Emmanuel Macron à l'inspection générale des finances. Oui. Dans ce rapport, il y a 8 conclusions. On est en 2008 et je reprends une des conclusions. C'est préparer la jeunesse à l'économie du savoir et de la prise de risque. Oui. J'ai l'impression que ça résonne un peu qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas 10 ans d'avance presque. Alors, moi j'étais un simple rédacteur dans cette affaire. Mais vous n'avez pas été rapporteur ? Si, mais là, je veux dire, voilà, il y avait Jacques Attali qui présidait, des membres. Nous, on était là pour travailler, proposer des idées, rédiger. Donc, il faut savoir rester humble. Et moi, ce que je dis souvent aux journalistes qui m'interrogent, et puis compris sur la pensée d'Emmanuel Macron, je dis relisez le rapport de Jacques Attali, parce qu'il a été vraiment un des architectes complets des propositions, des éléments de diagnostic. Et il y a une grande continuité entre le rapport qu'il a fait comme rapporteur général en 2008 et puis son programme présidentiel en 2017. La prise de risque, par exemple. Il disait souvent quand même l'audace, la prise de risque, le fait qu'il ait voulu supprimer les professions réglementées en disant il y a trop de corporatisme dans notre pays, les jeunes sont trop assignés à résidence, il faut ouvrir des métiers nouveaux, comment on ouvre la profession des taxis avec Uber et tout ça. Donc il y a eu toujours cette volonté d'essayer de casser les barrières et de redonner un élan au pays. Oui. Préparer la jeunesse à l'économie du savoir aussi. Oui. Ça, on a l'impression qu'on n'en parle qu'aujourd'hui, le fait de se former tout au long de la vie. C'est quelque chose qui est un peu nouveau. Il a quand même mis en œuvre une réforme très importante de la formation professionnelle. Moi, je suis convaincu que de toute manière, on a plein de métiers différents, et tant mieux d'ailleurs, je pense que c'est source d'épanouissement. Il a fait le compte personnel formation. Le compte personnel formation, c'est permettre à chacun de pouvoir se reformer, de retourner à l'université, dans un centre de formation, de changer de métier, par exemple. Et donc c'est quand même une des réformes très importantes. La deuxième, par exemple, l'apprentissage. Il y a quelques années, l'apprentissage, franchement, c'était pour quelques métiers manuels, et les gens voyaient ça un peu de manière... et l'apprentissage a été complètement redoré. On a quasiment 1 million d'apprentis dans le pays. Donc la question de la jeunesse, elle a été quand même toujours en ligne rouge. Pas tout réussi, là, mais elle a toujours été quand même en ligne rouge de l'engagement depuis 2017, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous raconter le jour de votre nomination et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous apprenez que vous allez être ministre ? D'abord, c'était une surprise. Moi, j'étais député depuis 1 an, député de la Gironde, de Bordeaux, Bouscat et Bruges, pour parler de mon territoire. Bien sûr. Et on m'a sondé, le secrétaire général de l'Élysée m'a sondé un peu avant, mais la veille au soir. C'était Alexis Collère. Ouais, qui me dit, voilà, est-ce que éventuellement... Et puis après, Elisabeth Borne, la première ministre, m'a appelé le lendemain, et puis j'ai été nommé dans la foulée. Et souvent, mais... Éventuellement, est-ce que... Mais vous savez, il y a une petite anecdote. Il y a quand même une petite anecdote dans cette affaire. Donc, on me dit... Ouais, si on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux être ministre ? Je ne vais pas trop me poser de questions. Non, mais... Par contre, j'ai bien m'entourer, parce qu'évidemment, je ne sais pas faire. Mais... Non, mais je pose la question à ma suppléante, Alexandra Martin, parce que si je suis nommé ministre, ça veut dire qu'elle devient députée. Je me suis assuré auprès d'Alexandra qu'elle était OK pour devenir, parce qu'elle allait abandonner son travail. C'est un changement de vie et tout ça, c'était important. Et donc, il faut... Et puis, l'anecdote, c'est que vous savez, jusqu'à la dernière minute,
combien de gens ont cru qu'ils allaient devenir ministres, ils ne le sont jamais devenus. Parce que, y compris dans la voiture qui amène le Premier ministre ou la Première ministre jusqu'à l'Élysée, le communiqué de presse peut changer, il peut y avoir un problème politique. Bon. Et donc moi j'attendais, sagement, j'ai passé 8 heures dans mon bureau. En attendant que le téléphone sonne. Non, en attendant que le communiqué de presse sorte. Okay. Parce que bon, on m'avait dit oui, puis Elisabeth. Bon, et j'attendais. Et tellement bien que mes enfants qui étaient en vacances avec mes parents, ils m'appellent en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Je vois à la télé parce que BFM égrenait des noms et moi je refusais de confirmer parce que je n'avais pas la confirmation officielle, j'étais dans le communiqué de presse. Donc mes enfants m'ont même appelé en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as même pas prévenu. Mais je voulais pas les prévenir tant que je n'avais pas la confirmation. Oui, parce que ça peut changer. Enfin, mais oui, ça peut changer. Donc prudent, quoi. Voilà, je suis prudent et j'ai attendu. Je sais pas, c'était à 17h ou 18h. Je pense avoir passé avec une partie de l'équipe ma journée dans mon bureau. Voilà, le temps que ce soit confirmé. Et là, il se passe quoi? C'est un peu vertigineux parce que, bon, d'abord, c'est une grosse responsabilité. On sait que le lendemain matin, à 8h30, il y a un discours de passation à faire. Donc, il faut préparer un discours. Pour expliquer un peu. Et donc il n'y a pas trop le temps d'apprécier en fait le moment non, parce et de se dire allez, c'est trop bien, allez champagne, machin. Non. On est allé quand même dîner avec mon équipe là, boire un coup quand même pour arroser ça. Ouais, mais tout de suite vous êtes dans et la suite, constituer une équipe, préparer votre discours de passation et donc vous rentrez très vite dans l'étape d'après d'une certaine manière. Est-ce que dans la vie d'un homme politique, c'est une consécration? Alors, je me dis que la consécration ultime suprême, c'est d'être président de la République. Il n'y a rien au-dessus, on est d'accord? Oui, il n'y a rien au-dessus, mais je ne sais pas si c'est une consécration, c'est une immense responsabilité. Moi, j'ai eu énormément de chance et je suis très reconnaissant à ceux qui m'ont nommé. Dans une vie, moi je suis très curieux. Dans une vie, je trouve que c'est formidable aussi d'avoir pu exercer ses responsabilités. Essayer de faire de son mieux pour son pays. Et quand on a un engagement politique, c'est quand même effectivement des fonctions importantes qu'on exerce, je crois, aussi avec plaisir. C'est difficile, mais aussi avec plaisir. Qu'est-ce que ça change très concrètement? C'est-à-dire que vous vous retrouvez donc le lendemain au ministère. Oui. Là, qu'est-ce qu'on vous appelle? Vous avez un service d'ordre. Qu'est-ce que ça change? On vous donne un téléphone non crypté, enfin ou crypté en l'occurrence. Enfin, dites-moi tout. Qu'est-ce que ça change? D'abord, vous prenez possession d'un bureau, d'un grand dans bureau. Un nouveau lieu. Voilà, vous avez effectivement des officiers de sécurité, ce qui est un peu nouveau parce que moi, je suis quand même très attaché. Dans ce bureau, il y a les affaires de l'ancien? Non, il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien. Oui. C'est la règle. Moi, quand j'ai quitté mon bureau, il n'y avait rien. Okay. Après, vous discutez. Moi, c'était Gabriel Attal qui avait exercé mes fonctions avant moi. On s'est parlé au téléphone. Voilà, on s'est vu, on a discuté. Et puis après, vous commencez à penser à des choses très concrètes. Donc, service de sécurité? Oui, c'est obligatoire. Combien de personnes? Il y a 2 personnes qui se relayent. Donc, qui était déjà. Donc c'est une personne par jour? C'est une personne en permanence avec vous, mais comme. Dans le bureau? Non. À Bercy, ils sont à l'extérieur du bureau, ils ont leur propre bureau, mais pour tous vos déplacements. C'est-à-dire dans l'immeuble, dans l'immeuble de Bercy, dans les locaux, oui. Vous vous déplacez tranquillement. Moi, je me déplace. Oui. Mais dès que vous sortez, vous êtes toujours accompagné. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Chauffeur? Oui, bien sûr. Voiture? Oui. Donc quand vous sortez, c'est forcément un chauffeur plus l'agent de sécurité dans la voiture? Toujours. D'accord. C'est celui qui est sur le siège du passager. D'autres voitures qui vous suivent? Non, ça dépend si on va ensemble, par exemple en déplacement. Je me suis beaucoup déplacé comme ministre. Il y a des conseillers qui viennent avec vous. Et donc, il y a souvent un deuxième véhicule avec les conseillers. Le conseiller qui connaît le sujet, par exemple, quand je fais des déplacements douane, j'avais un conseiller qui était spécialiste sur les questions douane, qui venait. Vous pouvez avoir le conseiller ou conseillère presse, le chef de cabinet qui organise le déplacement avec la préfecture. C'est-à-dire ce qu'on va faire minute après minute. Et donc, vous avez votre équipe qui est essentielle dans la mission et de la vie d'un ministre, qui vous accompagne au quotidien et qui suit effectivement dans les déplacements. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on atteint un poste de pouvoir? Qu'est-ce qui fait? D'abord, la capacité à décider. Voilà, on peut prendre des décisions. Même si il faut quand même toujours se méfier. Un ministre, il ne décide jamais seul. Il est dans un gouvernement. Il a un Premier ministre ou une Première ministre au-dessus de lui, un président de la République. Il y a quand même beaucoup plus qu'on ne le croit de collégialité. Voilà, on ne décide pas tout seul dans son bureau de faire ça. Mais bien sûr, vous prenez et vous vous exposez, en fait. Et je crois que c'est ça, on y reviendra peut-être. Aujourd'hui, on a le sujet du déficit, donc on vient chercher des responsabilités. Donc vous savez très bien que vous vous engagez, vous. Celui qui va aller causer dans le poste, celui qui va aller prendre des risques, celui qui va aller s'exposer, c'est vous. Alors vous avez du monde derrière vous, mais celui qui prend la responsabilité,
Le risque qui va avec, c'est vous. Et ça, vous le sentez quand même. Ok. Que chacune des décisions, chacune des prises de parole peuvent être commentées, peut donner lieu à des polémiques, etc. Donc vous êtes malgré très tout ce concentré. qu'on dit, pour vous, vous dites qu'il y a quand même une notion de courage, quoi. Ah, je crois que... Beaucoup peuvent dire non, j'ai pas envie d'être exposé. Ah ben oui. Et c'est vrai que c'est plus simple de ne pas être exposé. Je crois que la grande différence entre, par exemple, la haute fonction publique ou ceux qui sont conseillers des ministres et un ministre ou un député ou un responsable politique, un maire, par exemple, c'est quelqu'un qui est devant, qui s'engage lui, qui va au contact, qui prend les risques, qui peut prendre les coups, qui peut avoir des victoires, mais aussi prendre des... Donc c'est ça, c'est passer de l'autre côté du rideau. Et donc accepter que les gens vous regardent, les gens vous critiquent, commentent, etc. Vous exposez aussi un peu votre vie personnelle, vous rendez public votre patrimoine, où vous habitez, qu'est-ce que vous possédez, tout le monde aura tout dans le détail quand même. Hein. Donc et ça, la famille aussi, elle le prend avec vous, le risque. C'est d'ailleurs des discussions que vous avez de temps en temps. Quand vous prenez le poste, vous en parlez à votre femme, aux enfants? Oui, bien sûr que surtout avec ma femme. Ils ont compris mon engagement politique, mais c'est pas sans rejaillir sur eux-mêmes. Je vois mes enfants, ils sont ici au collège et au lycée, à Bordeaux. Voilà, ils ont des camarades qui savaient très bien ce que je faisais. Ils ont eu parfois des enseignants qui les ont interpellés sur des choix du gouvernement, des choix politiques. Voilà, donc. Mais moi, je les ai toujours protégés. Je n'expose jamais ma famille parce que je considère que c'est vraiment eux. Ils n'ont pas décidé de faire de politique. Bien sûr. Donc je ne veux pas, je ne les amènerai jamais dans cette aventure-là. Ils me soutiennent. Mais ils n'ont pas à s'exposer parce que je pense que c'est un choix qui est plus individuel que familial. Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on atteint un poste de pouvoir? La question, je la pose parce que est-ce que justement la voiture, les services de sécurité, les gyrophares dans la capitale ou ailleurs, j'imagine que ça en fait partie aussi. Oui, mais ça, c'est le pouvoir symbolique. C'est le côté peut-être un peu bling-bling du truc. Enfin, honnêtement, j'ai arrêté d'être ministre, j'ai arrêté d'avoir une voiture avec gyrophare. Ce n'est pas ça qui peut me manquer le plus, d'une certaine manière. Donc Qu'est-ce qui vous manque le plus? Mais non, mais être dans l'action, faire. Okay. Moi, je me suis toujours engagé pour faire des choses. Voilà, maintenant, je suis redevenu député, j'ai d'autres engagements, d'autres manières de faire. Mais c'est très important pour moi de dire, au fond, on a des responsabilités, on a une place à un moment dans la société, mais c'est pour faire quelque chose. Pour plus que le pouvoir, c'est le pouvoir de faire. Mais absolument, c'est ce que vous en faites. Vous essayez de faire avancer des sujets qui vous tiennent à cœur, etc. Donc, je trouve que c'est plutôt ça, pour moi, l'intérêt de la mission, que ce que tout le monde renvoie à l'image de l'autorité, du ministre, de sa voiture, de son gyrophare. En tout cas, quand vous êtes ministre, vous comprenez tout votre parcours, j'imagine, les études que vous avez faites, et vous dites ça y est, ça en valait le coup. Oui, c'est quand même... D'abord, j'aurais pas parié qu'un jour je serais ministre. Moi, l'émotion la plus grande, c'est quand j'ai participé à mon premier conseil des ministres, quand même. Ouais. C'est pas rien. Alors, c'est comment un conseil des ministres? J'allais venir. Un conseil des ministres... Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce qu'on est entre collègues, comme par exemple, je sais pas, dans une rédaction, on a une des réunions de rédaction, c'est sympa. Je veux dire. Est-ce que là, c'est un peu... C'est très... Non. Ou est-ce que c'est un peu à couteau tiré, avec chacun a des ambitions, des envies? Non, mais un conseil des ministres, c'est un moment très formel, en fait. C'est pas comme une grande réunion d'équipe où chacun discuterait. Non, on ne débat pas. Vous avez des points à l'ordre du jour, des ministres qui ont des communications à faire, des projets de loi à défendre. Avant ça, le président de la République, il redonne le cadre, je dirais. Il partage un certain nombre d'analyses, d'éléments de direction. Le Premier ministre ou la Première ministre rebondit, puis après, les ministres présentent leur truc. Ils peuvent réagir, mais c'est pas un lieu où il va y avoir de la confrontation entre ministres qui ne sont pas d'accord. Ça se traite ailleurs. C'est un ensemble de monologues, en fait. Chacun prend la parole, c'est très normé. Les autres écoutent. Oui, voilà, c'est très normé. Okay. Voilà, c'est très normé. Vous êtes jugé quand vous prenez la parole, vous sentez? Il faut que je sois efficace, il faut que je sois clair. Vous vous exposez au regard des autres, comme toujours. Donc, bien sûr, il faut réussir son intervention quand même. Ouais. Hein, comme, vous êtes stressé un peu avant un conseil des ministres? Mais quand vous avez une communication... moi, j'ai présenté plusieurs textes financiers, j'ai eu plusieurs communications à faire. Vous dites, vous êtes devant le président de la République, votre collègue, vous essayez de réussir ce moment-là quand même. Bon, voilà. Mais après, il y a d'autres moments où les ministres travaillent entre eux. Là, ils peuvent se dire les choses. Là, ça peut être plus rugueux parce que les gens ne sont pas d'accord. Il y a des réunions de ministres. Voilà. Mais le Conseil des ministres, ça reste pour moi assez formel d'une certaine manière.
Ok. Donc ministre des Comptes publics, ça veut dire que pendant quelques années, vous avez travaillé au budget de l'État. Oui, Aujourd'hui, on est dans le rouge. oui, On cherche 60 milliards pour l'année prochaine. oui. 6% de déficit actuellement. Est-ce que vous le saviez? La question que tout le monde vous pose, est-ce qu'à l'époque, on le savait déjà, quand vous étiez ministre? Non, en fait, ce qui s'est passé, d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait qu'il faut faire des efforts depuis un moment? Oui, on a eu de cesse de le dire. D'ailleurs, Qui ont? avec Bruno Le Maire. Ok. Bon. Mais le président de la République n'était pas forcément d'accord, Si, vous n'avez si. pas envie de les faire. Bah, attendez, quand on a traversé la crise, les crises comme on Ouais, a traversé, bien sûr. on a dépensé beaucoup d'argent. Quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, tout le monde nous disait toujours plus, toujours plus. Bon, est-ce qu'on a bien fait de protéger les Françaises et les Français? Je le crois. Protéger les entreprises, protéger les associations, le monde de la culture. Je pense qu'on a bien fait. Après, est-ce que devant nous, on avait un moment d'effort collectif? Oui, on a eu de cesse de le dire. Le problème qu'on a eu est un autre problème. C'est pas l'idée qu'il fallait faire des efforts. C'est que on s'est trompé collectivement sur l'estimation des recettes de l'État. Ouais, Et c'est souvent ce qu'on entend. non, mais c'est ce qui s'est passé. On pensait que, alors simplement pour le résumer, Ouais. quand on parle de déficit, ça veut dire que la France, le pays, c'est comme si on avait un portefeuille et on a un peu, voilà, on est un peu dans le rouge. Alors, on est dans le rouge depuis 1974. Si Non, mais la France était un particulier, elle aurait des agios, par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Mais Non, simplement pour être très Oui, pédagogue. vous avez raison. Et on ne vote pas un budget en équilibre depuis le début des années 70. Voilà. Donc, Pas c'est d'équilibre, pas ça veut nouveau. dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Exactement. Alors, il y a des bonnes raisons pour ça. Par exemple, quand vous voulez faire des grands investissements publics, c'est pas anormal de piocher dans le déficit public parce que ça va profiter à nos enfants, à nos petits-enfants. Bon, après, quand vous empruntez pour financer les dépenses de fonctionnement, les agents publics, ça pose un problème. Donc, nous, on avait toujours dit, il va falloir faire des efforts. On a commencé à en faire. Vous savez, en février dernier, on s'en est quand même pris plein la tête. On a supprimé 10 milliards d'euros de crédits dans le budget. On a les fameuses coupes budgétaires. Tous les jours, il y a quelqu'un qui les critiquait. On disait, on ne peut pas couper là, on ne peut pas couper là, on ne peut pas couper là. Et pourtant, il faut faire des efforts. Et c'est aujourd'hui qu'on les fait. Aujourd'hui, on a commencé dès le début de l'année dernière. Il faut les poursuivre, oui. En fait, c'est qu'on a l'impression qu'on est rentré tout d'un coup dans un chapitre. Ah, il n'y a plus de sous. Oui, je C'est vois vrai ce que qu'on vous voulez pourrait dire. se dire, ah mais attendez, on devait le savoir depuis un petit moment quand Il y a même. eu- alors. il y a- non, mais vous avez raison, il y a eu deux étapes. Nous, au tout début de l'année, on l'avait dit, il faut faire des efforts. On a commencé à faire des coupes. Et puis après, on est rentré dans une période politique agitée, j'allais dire, entre la dissolution, la campagne la campagne des européennes, la dissolution, la campagne des législatives. Donc après, le débat public s'est porté sur autre chose, alors que ce sujet-là était effectivement bien devant nous. C'est vous qui gérez les finances personnelles à la maison? Non, d'ailleurs, chacun a ses comptes. Vous avez écrit un livre qui s'appelle État en mode start-up Oui. avec l'économiste Yann Algan. Oui. Là aussi, préface signé Emmanuel Macron, encore. Yann Algan a beaucoup écrit sur l'importance de la confiance dans la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Notamment, il dit que la France, on se caractérise par une grande défiance vis-à-vis des autres. On a du mal à faire confiance. Absolument. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je connais très bien Yann Algan. J'ai enseigné à Sciences Po avec lui, d'ailleurs. Ça a été un collègue d'enseignement. Il a fait tout un travail très utile pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en France. Et quand il fait ces grandes enquêtes, il se rend compte qu'une des spécificités françaises, c'est qu'on fait moins confiance à son voisin, à son collègue, aux femmes et aux hommes politiques. On a un problème de confiance. On doute, en fait. On a peur de l'autre. On a peur de l'autre. On a toujours le soupçon que l'autre va en profiter, que j'ai pas les mêmes droits que lui. Voilà, les gens se regardent toujours un peu du coin de l'œil en disant, au fond, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Et donc, il y a toujours l'idée. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi moi, je défends une proposition de loi de lutte contre la fraude? Parce que laisser penser à certains qu'il y en a qui profitent et il y en a d'autres qui triment et qui, eux, n'abusent pas, c'est terrible. Ouais. C'est explosif. C'est pour ça qu'il faut être intraitable dans la lutte contre la fraude. Donc, cette question de la confiance, elle est fondamentale. Et moi aussi, je m'interroge d'ailleurs, comme responsable politique, comment est-ce qu'on regagne la confiance aussi des électeurs? Vous voyez, aux dernières élections législatives, il y avait un peu plus de 50% de participation. C'est pas énorme non plus quand même. Les élections départementales et régionales, il y a moins d'un tiers des Français qui se déplacent. Ils viennent plus voter. Comment vous retrouvez le sens de l'engagement et finalement de l'utilité du vote? Ouais, et puis il y a un peu le tous pourri aussi qui revient. Moi, je sûr. sais qu'en vous invitant, je vais avoir le droit à ce genre de commentaires. Pourquoi t'invites un ancien ministre, etc.
Mais c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de faire venir tout le monde. Moi, je vais vous dire, ça m'arrive Ok. dans la rue. Pas dans la rue, mais des fois être invectivé, certains m'ont dit ouais, tous pourris. D'abord, je leur dis bon, bah, moi, ça fait que 4 ans que je fais de la politique. Comment ça, tous pourris Tous pourris, comment? Je vais dire, on fait pas ça pour l'argent. Les gens pensaient qu'on faisait ça pour l'argent. Je leur dis, vous savez, le jour où j'arrête la politique, ça va vous choquer, mais je gagnerai bien mieux ma vie. Hmm. Je vois un nombre d'élus qui s'engagent partout sur le territoire, qui font pas ça pour l'argent. Ils font ça parce que Surtout les maires. Hein. Mais On sait que les notamment, maires, c'est un mais poste, vous- où il y a très peu tout dans les petits villages. et oui, puis, ah bah c'est bien des sûr. Alors indemnités, ceux-là, ce sont des bénévoles de la Ouais. République. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais aimé ce discours sur les tous pourris. Il faut être intraitable avec ceux qui trichent, intraitable. Mais l'immense majorité des responsables politiques, ils sont honnêtes dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut que quand il y en a des malhonnêtes, il faut faut sanctionner. toi, faut sanctionner. Toujours cette histoire de confiance. Ouais. Sinon, Confiance on envers érode les la élites. confiance. Ouais. Si on pense que certains peuvent échapper à la règle, moi je vois le procès de Marine Le Pen sur l'utilisation des fonds pour le Parlement européen, bah, moi ça ne me pose pas de problème si elle est condamnée. Hein. Hmm. Parce qu'il y a eu un débat à un moment, je pense qu'il faut que la loi elle s'applique pour tout le monde pareil, de manière stricte et exigeante. Est-ce difficile d'être modéré? Est-ce que Ouais. vous voyez la montée justement de l'hystérie, de la violence, des extrêmes, des extrémismes, des extrémistes? Des extrémismes, ça marche aussi. Bref, est-ce que c'est difficile d'être modéré? C'est très dur d'être nuancé dans notre pays. Mm. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas Camus qui parlait du courage de la nuance, ou de la modération. Mais pourquoi? Parce qu'on n'entend que ceux qui tapent les plus forts et qui crient le plus fort. Et on le voit à l'Assemblée d'ailleurs. Vous avez d'un côté à l'extrême gauche de l'hémicycle des provocations, ils se répondent à l'extrême droite de l'hémicycle, et nous des fois, on est là, et comment on fait entendre notre voix? Mais c'est pas parce qu'on est nuancé, comment dirais-je, qu'on peut pas avoir une forme de radicalité dans les propositions. Hmm. Moi, par exemple, je pense qu'il faut transformer très fortement notre action publique, notre État, pour les raisons liées à la confiance qu'on évoquait. Mais c'est compliqué dans la période actuelle, moi, je trouve, que la nuance, elle passe pas le mur du son. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur les chaînes de télévision. On préfère inviter deux qui vont bien se taper dessus. Ça fera de l'audimat. Par contre, ceux qui essaient de trouver des compromis, des voies un peu intermédiaires, il y a un risque que leur voix ne soit pas entendue. Mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on continue à s'accrocher. Enfin, moi, je m'accroche à cette vision-là. Alain Juppé a sorti un livre là-dessus en 2023. Il disait il faut être radicalement modéré. Oui. Ça peut vous correspondre, ça peut vous parler? Ah ben oui, moi ça me parle. Moi, je ne céderai pas, de toute façon, tant pis si politiquement c'est pas à vendeur, à me retrouver dans les caricatures et dans les positions extrêmes. Je pense que la complexité dans laquelle on vit, le fait qu'il faut qu'on continue à faire société, elle exige de nous qu'on fasse preuve de modération, de tempérament, de tempérance et puis de dialogue, quoi. Si c'est pour se taper les uns sur les autres. Moi, je suis frappé des invectives, je suis frappé du mensonge en politique aussi, parce qu'ils sont prêts à tout. Des fois, pour caricaturer une pensée, il faut mentir. Comme ça va taper fort, on va être entendu. Bah, ça me heurte beaucoup. Ça me heurte beaucoup. Ça a marché aux États-Unis. Bien sûr. Mais c'est pour ça que ça me heurte. Je vois bien le mécanisme qui est en place. On a l'impression qu'en fait, on peut asséner des contre-vérités. Ça pose plus de problème à personne. Non, la vérité, c'est plus un sujet en fait. Non. Ben voilà. C'est plus Alors, les variables. ouais, mais alors moi, je reste attaché à ça. Je sais pas si ça me portera chance politiquement pour la suite, mais je pense qu'il faut pas se détourner de ça. Même si c'est difficile pour les modérés, il faut continuer à faire entendre leur voix, quoi. On revient sur Bordeaux. Est-ce qu'il vaut mieux être maire ou ministre? C'est pas du tout la même mission. Je trouve que Qu'est-ce qui est le plus tranquille? non, je crois que ministre c'est pas tranquille, et je crois que maire d'une ville c'est pas tranquille non plus. Faut dire les choses. Moi, mon premier engagement politique, ma première campagne, j'ai faite ici à Bordeaux municipal. Pourquoi? Parce que je trouve formidable. D'abord, je suis très attaché à ma ville, et quand on aime sa ville, qu'on est attaché à sa ville, on a envie de s'y engager. Et je trouve formidable d'avoir une échelle à taille humaine. On peut voir ces transformations. On peut voir finalement comment on peut amener sa ville dans les 20-30 prochaines années à se transformer, à accueillir, à se développer économiquement, à réussir la transition écologique. Bon, ministre, c'est d'autres responsabilités. Vous êtes dans un collectif avec un gouvernement, dans un débat parlementaire. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même projet. Mais je trouve que la fonction de maire,
C'est pour ça que je m'étais engagé dans cette campagne. Elle est exaltante. Et puis, quand on aime sa ville, je trouve que c'est quand même un mandat naturel. Ouais, c'est un rêve que vous avez. Enfin, vous aimeriez être maire de Bordeaux. Ouais. Ouais. Oui, À mais nouveau. c'est. Enfin, vous présentez à nouveau être maire, quoi. Non, mais je n'ai pas dit que j'étais candidat encore. Non, Mais bien sûr. vous savez, certains m'ont dit, Les gens l'ont compris. quand j'ai perdu les élections en 2020, certains m'ont dit oh, ben, il va arrêter. Mais moi, je suis resté au conseil municipal, élu d'opposition. C'est pas facile, hein, l'opposition. Bon, on vous écoute pas beaucoup. C'est oui, tout à fait. On nous écoute pas du tout, même. C'est pas beaucoup, pas du tout. Mais moi, j'ai dit, j'ai pris l'engagement vis-à-vis des Bordelais et des Bordelais. Je suis au conseil municipal. Je défends un certain nombre de sujets. Là, je me suis battu pour qu'on rallume l'éclairage public parce que je trouve que les Bordelais et les Bordelais attendent qu'on puisse se déplacer à toute heure du jour et de la nuit en sécurité. On a des combats de cette nature, pour vous en donner un. Et je n'ai jamais déserté Bordeaux, quoi. Et donc, je suis très attaché à ma ville. J'ai très envie aussi de pouvoir proposer un autre projet aux Bordelaises et aux Bordelais. Mais c'est un mandat qui me passionne. Est-ce que c'est le projet qui vous anime le plus aujourd'hui? Ah oui. D'accord. Mais je suis un peu... D'ailleurs, ce que certains... Ça m'a valu au tout début de mon engagement politique, certains me disaient c'est un technocrate. Alors ça, j'adore ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, je dis mais c'est quoi un technocrate? C'est vrai que moi, je suis passionné par l'idée. Je pense que derrière la politique, c'est l'action. Donc, vous ayez un projet. Qu'est-ce que vous proposez? C'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Certains sont là-dedans. Hein. Il faut dégager l'adversaire parce que c'est comme ça, parce que je fais de la politique, je prends de sa place. Moi, c'est parce que je pense que j'ai envie de faire des choses. Et je crois que c'est ça le moteur politique. Et d'ailleurs, on peut s'engager différemment. Il y a un engagement politique, d'autres dans un engagement associatif dans une ville, sportif, économique. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est le fait de transformer les choses. Je suis pas un conservateur, moi. Je suis là pour transformer les choses. Dernière question. À quoi aimeriez-vous que votre carrière politique soit associée à l'avenir? À l'avenir de ma ville, Okay. on l'a abordé. C'est quand même le fil rouge de mon engagement politique. J'ai commencé par là. Et d'ailleurs, je ne me voyais pas, je vous le dis, être un jour ministre sans avoir un ancrage à Bordeaux. Ouais. L'ancrage local, il est formidable. Il est très important pour un politique. Moi, je croise dans la rue tous les jours des gens qui me parlent, qui viennent à ma permanence. Et je pense que je suis bien enraciné, quoi, dans la réalité, dans une réalité, celle de notre ville, de notre métropole. Et j'y tiens beaucoup. Merci beaucoup, Thomas Cazeneuve. Merci pour votre invitation.